Bonjour à toutes et à tous. Alors, je fais cette vidéo comme promis pour vous parler de mon processus d'anticipation, c'est-à-dire par quels moyens je passe pour pouvoir anticiper une idée, un futur possible, mais surtout sur quoi je me base pour définir si ce futur est probable. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de faire deux choses. Si vous êtes écrivain, vous serez en mesure de mieux anticiper les futurs possibles crédibles et les situations à risque. Si vous n'écrivez pas, ça va vous permettre de mieux décrypter l'information pour mieux vous préparer. La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est filer le plus vite possible à l'autre bout de l'univers. Alors, anticiper, c'est une chose, et en soi, tout le monde peut le faire. Mais ça n'a d'intérêt que si l'anticipation est probable. En tout cas, c'est mon avis. La Servante écarlate en est le parfait contre-exemple. Un tel scénario, en toute probabilité, n'arrivera jamais. C'est impossible! Alors, sans rien enlever à la qualité de l'écriture, après tout, j'ai pas lu le bouquin, donc je ne sais pas ce qu'il vaut, c'est du dystopique au doigt mouillé. C'est sympa, ça permet de se projeter dans un univers alternatif, la fiction peut être sympa, on peut y trouver un intérêt, pas de problème, mais pour moi, c'est pas de l'anticipation. L'anticipation, elle se doit d'être crédible, et non pas d'imaginer tout et n'importe quoi. La qualité d'une anticipation repose justement sur la probabilité de sa potentialité. C'est pourtant clair. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet avec les sources de veille. Donc les sources de veille, elles vont vous permettre de détecter les signaux faibles, et puis on va revenir sur le principe de signaux faibles tout à l'heure. Donc les sources, elles doivent être plurielles et multiples. Des médias mainstream de toute orientation politique, des médias alternatifs de toute orientation politique, mais aussi des comptes Twitter, des canaux Telegram, des sites internet en tout genre, des blogs et autres. Multipliez vos sources d'informations et multipliez les thématiques. Parce que parfois, la source d'un problème trouve son origine ailleurs. Donc intéressez-vous à tout et puis ça vous permettra de recouper les informations et d'avoir une vision globale et d'ensemble du sujet. Alors, vous allez me dire que c'est chronophage, effectivement. Maintenant, une fois que vous avez identifié un certain nombre de sources, j'ai envie de dire, vous déroulez votre fil d'actualité, vos fils d'actualité de temps en temps dans la journée, et vous allez, avec le temps, assez facilement repérer certaines informations pouvant nécessiter un peu plus d'attention. Au-delà de ça, ça vous permettra aussi tout simplement de faire la part des choses sur un sujet. Je ne parle là même pas d'anticipation, mais plus d'un simple décryptage de l'actualité. Maintenant, je voudrais qu'on revienne sur les signaux faibles, parce que c'est vraiment de là que tout part. Alors, qu'est-ce que c'est? On va reprendre Wikipédia. Les signaux faibles sont des éléments de perception de l'environnement, opportunités ou menaces, qui doivent faire l'objet d'une écoute anticipative, appelée veille, dans le but de participer à l'élaboration de choix prospectifs en vue d'établir une stratégie ou de réduire l'incertitude. Donc, en gros, c'est que vous allez repérer des éléments de discours, des faits, des textes de loi, des avis, qui vont vous mettre la puce à l'oreille sur le fait que quelque chose se passe. Je vais prendre un exemple très concret, le pass carbone. L'objet de cette vidéo, c'est pas d'en débattre, mais dans les milieux dits complotistes, gros mot, c'est un sujet dont on discute depuis 2 ans, déjà. Et récemment, c'est BFM Merde, là, qui nous a proposé un reportage sur le sujet. Un reportage d'anticipation, justement. Eh bien, les signaux faibles étaient présents, en fait, depuis plusieurs années. On avait déjà des textes de loi qui étaient passés, on avait des experts qui s'étaient prononcés sur la façon dont on pourrait pister cette consommation, dont on pourrait la limiter, d'autres qui ont parlé de quotas, de la consommation des gens, et puis certains se sont mis à parler d'un permis à points. Et tout ça, c'était il y a plus de 2 ans. Mon Dieu! Tout est lié! Alors forcément, les anticipateurs, comme je préfère les appeler, ont dit attention, le pass carbone, ça nous pend en nez, tout se met en place actuellement dans le narratif médiatique pour nous y préparer. Ça loupe pas, c'est le sujet du moment. Vous pouvez être sûr qu'avant 2025, c'est quelque chose qui va arriver sur le tapis, et pas que sous la forme d'un projet pilote. Mais alors, pour pouvoir identifier ces signaux faibles, il va falloir développer votre capacité à faire des connexions. Donc là, il faut aussi faire un peu confiance à son cerveau, et avec l'habitude, c'est quelque chose qui va venir. Vous allez vous-même
et à force de vérifier les informations, de les lire, vous allez petit à petit acquérir ce réflexe de mise en relation des informations. Ça, c'est pas quelque chose qu'on peut forcément forcer, s'il existe une méthode, je ne la connais pas. Et alors, dès qu'on identifie un certain nombre de signaux faibles, comme pour le passe carbone, eh bien on va émettre une hypothèse. Faut vraiment faire attention. On peut être tenté, sur la base d'un certain nombre de signaux, de tirer une conclusion d'entrée de jeu. Ça, c'est une erreur que commettent beaucoup de gens qui cherchent à se réinformer. Tant que vous n'avez pas suivi un certain processus, celui qu'on est en train de voir, on ne peut tirer aucune conclusion. Et même quand on peut tirer une conclusion, très souvent c'est une simple probabilité, on ne peut rien affirmer. Et donc maintenant, une fois qu'on a une hypothèse, qu'est-ce qu'on en fait? Alors à partir de là, il va vous falloir considérer toute source d'information comme fausse tant que vous ne l'avez pas vérifiée. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais t'es mignon, mais comment je fais? Alors face à un article, une vidéo, un témoignage, bref, peu importe le support, si ce contenu ne nomme pas ses sources, on ne peut pas lui faire confiance. Alors évidemment, ces contenus, on ne peut pas non plus, des fois, tout simplement les mettre à la poubelle. Mais éventuellement, ils vont appuyer un discours qu'on a pu déjà vérifier au préalable dans une source. Si vous n'avez pas la source, que vous ne la trouvez pas, n'en tenez pas compte. Donc les sources en question, ça va être des témoignages d'experts, mais du sujet, qui ont fait des études sur le sujet. Ça va être des comptes rendus d'études, et pas le compte rendu qu'on lit sur Le Monde ou Le Point. Non, le compte rendu sur le site du journal scientifique en question. Ça peut être l'étude en elle-même. Alors, évidemment, certaines études sont particulièrement denses, mais vous pouvez vous intéresser au chapitre qui vous intéresse ou à la conclusion de cette étude. Ça va être aussi sur des textes de loi. Et je ne parle pas de projets de loi seulement, mais des textes de loi. Les projets de loi ont également leur importance. Mais des fois, ils nous font aussi regarder dans la direction opposée et sont parfois faits pour nous détourner du sujet, ou d'un sujet. Enfin, quand vous allez vous documenter, quand vous allez faire des recherches, quand vous allez vraiment vouloir nourrir la probabilité de votre hypothèse, vous allez tomber sur énormément de jargon professionnel, de jargon scientifique, de jargon juridique, et là, il va falloir vous auto-former. Et donc, prendre le temps d'aller rechercher à quoi correspondent ces termes, à quoi correspondent ces concepts. Alors oui, des fois, on passe 2 heures pour comprendre le concept qui se cache derrière un mot. Mais c'est ce qui fait que vous allez devenir, comme je l'appelle, des experts amateurs. J'en veux pour preuve que sur plusieurs sujets, eh bien, j'ai été en mesure de mieux parler de choses spécifiques, alors que face à moi, j'avais un généraliste professionnel. Et quand j'emploie le mot généraliste, je ne parle pas nécessairement de médecine, mais un professionnel d'un domaine donné. Mais généraliste dans son activité, finalement, j'étais plus informé que lui sur des sujets précis. Ça m'est arrivé plusieurs fois par le passé, mais pourquoi? Parce que j'avais pris ce temps de me documenter, de faire mes recherches pour maîtriser mon sujet. En tout cas, le maîtriser. Pas parfaitement, je ne suis pas scientifique, juriste ou quoi que ce soit, mais en tout cas, avoir assez d'éléments pour me dire « Ok, là je peux me faire une idée, là je pense que mon avis est solide. » Parce que le but d'une anticipation, c'est de projeter une vision de l'avenir pour mieux s'y préparer ou pour mieux gérer la crise. Mais si votre hypothèse de base n'est pas solide, vous allez anticiper mes couilles. Très subtil. Bien joué. Votre anticipation sera bancale si déjà votre hypothèse de départ ne tient pas la route. Donc vos recherches, elles sont plurielles, elles sont variées, et l'objectif, c'est de vérifier si votre hypothèse est crédible. Une fois que c'est fait, eh bien on va faire l'inverse. On va chercher à infirmer son hypothèse. Donc il faut essayer de la détruire, clairement. Ça c'est un truc que j'aime bien faire dès que j'ai une idée. En quoi est-ce que c'est une bonne idée? Ok. Et après, en quoi est-ce que c'est une idée de merde? Parce que on a souvent un biais de confirmation. Donc là, on va chercher à réduire celui-ci, sans pour autant rentrer dans une démarche scientifique, mais en tout cas d'être dans une volonté de réalisme, de crédibilité. Bien sûr, on a tous une limite, qui est le temps qu'on peut y accorder. Mais plus vous passerez de temps, plus vous serez rigoureux dans ce processus, et plus votre anticipation finale sera crédible.
Alors quand vous allez chercher à détruire votre idée, il faut toutefois rester objectif. Il ne s'agit pas de l'abandonner au premier obstacle, au premier blocage que vous allez croiser. Non, il s'agit de mener une recherche contradictoire à sa recherche initiale de crédibilisation de l'hypothèse pour pouvoir bien mesurer les pour et les contre. Une fois que vous considérez que votre hypothèse elle tient bien la marée, eh bien on va chercher à l'explorer concernant les éléments qui vont dans son sens. C'est à partir de là qu'on va anticiper. Oh mon Dieu, c'est ça l'avenir. La machine a prédit la guerre. Donc cette étape, elle découle tout naturellement de l'étape précédente. On cherche à imaginer les conséquences négatives. Donc ça, c'est une digression majeure par rapport à la méthode scientifique, puisqu'on cherche d'abord à anticiper les risques et les crises. On va donc volontairement voir le verre à moitié vide pour pouvoir mieux se préparer. La difficulté de l'exercice, ça va être de chercher à le faire tout en restant objectif. Et parfois, justement, c'est ce travail qui vous mènera à constater que finalement, eh bien, même si votre hypothèse était juste, même si vous aviez des peurs qui pouvaient être fondées, votre travail d'anticipation va vous faire comprendre que eh bien, c'est assez improbable que quelque chose de si mal que vous ne le croyez en découle. Il faut aussi être honnête avec soi-même, donc même si on n'est pas des scientifiques, même si la démarche a quelque chose d'empirique, bien qu'il y ait une méthode, l'objectif reste encore une fois la crédibilité de votre prédiction. Prédiction analytique, mais prédiction quand même. Cette méthode va vous permettre de rationaliser l'information et donc de mieux comprendre les mécanismes, les différents éléments qui s'articulent autour d'un sujet, de mieux comprendre ce qui se passe. Je voudrais toutefois maintenant porter à votre vigilance ce que j'appelle la théorie du trou noir. C'est un jargon à Bibi. Certains sujets sont si opaques qu'on ne peut rien en tirer. Je prends l'exemple du conflit russo-ukrainien. Est bien malin celui qui peut me dire ce qui se passe vraiment. Il y a des sujets qui nous dépassent tellement, pour lesquels on manque tellement d'informations, qu'il faut arriver au constat que non, on ne peut pas avoir d'avis tranché. On peut avoir peut-être des hypothèses, mais il nous manque trop d'éléments. Et il faut avoir aussi cette humilité de constater que des choses nous échappent. Et justement, je voudrais profiter de cet exemple russo-ukrainien pour vous parler de la façon dont les astronomes identifiaient les trous noirs il y a plusieurs années de cela. Il faut savoir qu'autrefois on n'était pas en capacité d'identifier un trou noir. On ne pouvait pas dire « Oh, regardez, là il y a un trou noir ». Non, non, on ne voyait rien. Par contre, on voyait ce qui se passait autour. On voyait qu'il y avait une comète, un astéroïde, une planète, une étoile, un système solaire, bref, tout un tas d'objets célestes de toutes les échelles, qui nous permettaient de dire « Ces objets se déplacent de telle et telle façon », nos calculs nous démontrent qu'il y a une masse gravitationnelle au milieu, vu qu'on n'arrive pas à la voir, c'est un trou noir ou une étoile à neutrons. Vous irez chercher ce qu'est une étoile à neutrons. Bref, toujours est-il que c'était de cette façon qu'on était en mesure d'identifier les trous noirs au début. Et bien avec l'information, c'est pareil. Parfois, vous allez avoir assez d'éléments pour vous dire « il me manque un truc là ». Sauf que sans cette partie centrale, eh bien vous n'êtes pas capable de tirer d'hypothèses, de tirer de conclusions, et donc de tirer d'anticipation, de probabilité de futurs possibles. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est que si vous êtes écrivain, c'est une super opportunité d'écriture. Parce que cette pièce du puzzle manquante, vous allez pouvoir la combler par absolument ce que vous voulez. L'essentiel est que l'ensemble du tableau reste cohérent. Et à partir de cette pièce manquante que vous avez posée, eh bien vous allez pouvoir proposer une anticipation qui sera peut-être un peu plus fantaisiste, parce que vu que vous imaginez la pièce manquante, il est fort probable que à l'arrivée, ça soit faux. Mais c'est pas grave, voilà, pour écrire une bonne histoire, ça peut être un terrain sympa d'expérimentation que d'utiliser un tableau de l'actualité de notre monde sur lequel il va manquer une pièce pour pouvoir anticiper ce qui se passe ensuite. Donc quand vous vous trouvez face à un trou noir informationnel, c'est l'occasion de vous amuser. Pour conclure, donc cette méthode, vous l'aurez compris, elle est quelque peu empirique, sans pour autant être au doigt mouillé, puisqu'elle s'inspire quand même de la méthode scientifique et demande du travail, ça demande un effort. Oui, c'est comme ça. Alors oui, ça prend du temps, mais j'estime que quand on veut s'exprimer sur un sujet, on n'a aucune excuse pour ne pas s'informer dessus.
Libre à chacun de jouer au bowling, aux jeux vidéo, d'aller voir la Coupe du Monde, peu importe. Il n'y a pas de problème, chacun a ses priorités et chacun va les fixer différemment. Mais on ne peut pas émettre un avis sur un sujet sans être un minimum honnête intellectuellement et donc en allant soi-même chercher l'info. Faire confiance uniquement à ce qu'on entend à la télé, à la radio ou dans les médias mainstream presse classique, c'est de la fainéantise intellectuelle, ni plus ni moins. Pour vous donner un ordre de grandeur, à titre d'information, quand je me projette dans une anticipation, généralement ça a été le fruit de 2 à 4 heures de recherche sur un sujet. Il y a des sujets qui m'en ont demandé un peu plus. Une certaine maladie qui nous a pété les noyaux politiquement ces 3 dernières années est sans doute le sujet sur lequel j'ai passé le plus de temps. Là, je compte pas, c'est en dizaines d'heures. Des vidéos, des articles scientifiques, des articles en entier, en anglais, quelque chose de chargé. Donc là, j'ai vraiment passé un temps monstrueux, mais pour pouvoir comprendre le fond du sujet. Et c'est grâce à ce travail de recherche que la plupart de mes anticipations tombent juste. Je te l'avais dit pourtant. Non mais t'as rien voulu savoir. C'est ce qui va différencier quelqu'un qui anticipe au dos mouillé, comme un météorologue de TF1, il va faire beau aujourd'hui, ah bah non il pleut, de quelqu'un qui fait un bon travail d'anticipation et de recherche. C'est comme ça que vous allez pouvoir mieux prédire ce qui va se passer, pour mieux vous y préparer, pour mieux écrire dessus, et puis le jour venu, si ça arrive, pour ne pas paniquer. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous retrouve au mois de décembre pour ma prochaine fiction audio, à savoir Le Roi des Rats. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.